Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je pense que vous avez tous passé un joyeux Noël, en tout cas je l'espère. On est encore à l'heure actuelle avant le jour de l'an, donc par avance bonne année à tous. Je repasserai probablement pas par les réseaux. Ce soir j'ai un peu de temps, du coup je vais en profiter pour le mettre à l'utilité de tout le monde ici. Tout simplement parce que les discussions que je regardais un petit peu dans le Discord là tournent autour des derniers rapports qui sont sortis. Et il y en a beaucoup, hein. Donc là il y a le rapport d'A16Z, le rapport de Messari aussi sorti, plein d'autres aussi. On va dire de ces gros centres de recherche crypto qui n'ont pas à faire preuve de leur qualité, hein. Comme d'hab, les gars qui publient de la merde sur les réseaux, les journalistes crypto. Bon voilà, là on parle quand même donc de gens qui ont plutôt tendance à, même si leurs commentaires sont souvent orientés, bien évidemment, ça n'en reste pas moins que ce sont des gens qui font des recherches au moins de qualité visible sur la durée. Donc très intéressant, hein. Maintenant, je noterai une chose cette année, qui est la raison pour laquelle j'enregistre cette vidéo, c'est que pour les avoir regardés tous, ils sont malheureusement tous d'accord cette année. Et c'est ça qui m'inquiète un peu, parce qu'effectivement, donc historiquement parlant, c'était pas vraiment le cas. Ils avaient tous des thématiques un peu différentes, ils abordaient plus ou moins profondément certaines thèses, souvent plus proches de leur thèse d'investissement, hein, on va pas se mentir, tout le monde prêche sa propre paroisse. Mais là, c'est assez marrant. Cette année, tout le monde est d'accord sur 2-3 points, et on va le voir, la raison qui me pousse à enregistrer cette vidéo, c'est que moi, graphiquement, je vois pas ça du tout. Ou en tout cas, ça me paraît faisable, mais risqué. Donc, j'ai un peu du mal. Voilà, ces deux thèses, je vais les nommer tout de suite pour qu'on soit tous d'accord. Sous-performance Ethereum et sur-performance Solana. Voilà, alors que graphiquement, on va le voir, je ne sens pas du tout ni l'un ni l'autre. Donc, on va voir un peu tout ce truc-là. Donc, assez compliqué de naviguer tout ça. Je ne vais pas rentrer ici dans les thèses économiques ni dans les recherches fondamentales, tout simplement parce que sinon ça prendrait 2 plombes, et puis voilà. Juste de dire, on va se contenter de regarder des graphiques et de regarder quelles sont ces différentes thèses, est-ce qu'elles sont plausibles. Il y en a d'autres aussi qui sont assez consensuelles, les thèses autour du gaming, etc., tout ça. Mais juste regarder pour moi la thèse générale d'architecture d'un portefeuille pour 2024. Est-ce que ces forecasts donc, qui sont faits de surperformance Solana, sous-performance du réseau Ethereum sont vraiment légitimes, alors même que pratiquement tous, d'accord, citent d'un point de vue recherche l'inverse, c'est-à-dire Messari, me semble, le dit même encore carrément clairement, et c'est même carrément écrit, l'écosystème Ethereum, et surtout Layer 1, est celui qui va connaître le plus de progrès technologiques au sein du cycle à venir. Et pour autant, ils osent dire qu'Ethereum va sous-performer. Donc c'est là où j'ai un peu de mal, parce qu'effectivement, donc je vois deux choses qui déjà se contredisent en elles-mêmes, et on sent bien l'ambiguïté dans la sémantique de ces rapports. Mais surtout, que je vous dis, d'un point de vue prix, on va voir, moi, ça fait aucun sens. Donc, on commence direct, hormis, donc, comme je vous dis, cet aspect valeur totale, qui, pour ma part, est déjà un des premiers points assez dangereux, c'est-à-dire, bon, historiquement parlant, ces rapports ont toujours un biais haussier. On va pas se mentir, ils sont là pour, on va dire, subjuguer les lecteurs, entre guillemets, ou en tout cas attirer l'attention, et c'est vrai qu'ils ont plutôt, systématiquement, un biais plutôt positif, dirons-nous. Ça ne veut pas forcément dire bullish to the moon, bro, etc., mais juste de dire, voilà, un biais positif égale même si on est en consolidation, il garde toujours un biais plutôt haussier, quitte à le relayer sur au-delà de l'année suivante. Voilà. Je peux évidemment critiquer ça sur les 2 dernières années, puisque bon voilà, mais de toute façon, moi-même, ayant mangé des grosses baffes dans la gueule ces 2 dernières années, ayant moi-même forecasté que ces trucs-là allaient rebondir beaucoup plus vite que prévu, etc., je serais bien malin d'aller dire qu'ils se sont plantés, m'étant planté tout autant avec eux. Donc, juste de dire ici, évidemment, les 2 dernières années ont été dures pour ces rapports, puisque ayant un biais légèrement positif, alors qu'on s'est mangé que des baffes depuis 2 ans, ça n'a pas aidé. Mais voilà, chose est, force est de constater, on est aujourd'hui, donc si on se considère par rapport à un environnement mensuel, on est autour des médianes, dans un environnement similaire plus ou moins à ce qu'on aurait pu voir dans les thèses de 2020, donc précédant le bull run. Maintenant, donc, comme on le voit, les dernières fois, le Covid, le machin, donc je reste tout à fait d'accord que, évidemment, si des facteurs extérieurs viennent fucker notre marché, ce qu'on risque au pire, c'est un retour vers les moyennes. Mais bon, voilà, comme on le voit ici, de toute façon, la structure est clairement tendancielle, les moyennes s'extrapolent au-dessus des contextes. On voit bien ici qu'il y a de gros problèmes à la constitution de ce contexte en mensuel, me laissant toujours à penser que cette thématique de la tendance overlappée avec des rebonds sur les moyennes, séquence de tendance alternative,
avec le maintien de l'overlap ici, est tout aussi viable en hebdomadaire. Mais ici, on voit que par contre, les contextes se font exploser. Donc j'ai plutôt envie de dire, comme d'hab, on est un peu lent sur l'hebdomadaire, du coup c'est violent, mais on est un peu trop rapide sur l'hebdo, on est un peu lent sur le mensuel, ça se situerait idéalement, on va dire, entre le mensuel et l'hebdo. Donc il faut quand même recevoir les deux. C'est-à-dire, si on mange un repli, oui, ça semble probable qu'on revienne effectivement vers les moyennes. Ce qu'on voit, c'est que c'était produit avec le repli du Covid en mars 2020. Donc effectivement, si on a des facteurs extérieurs, je pense que le pire cette année, par rapport au prix actuel, c'est une chute de l'ordre de 30%, où évidemment, là, n'importe qui d'assez sensé y verra une opportunité d'achat, moi le premier. Donc, on va dire, garder un peu de poudre au cas où pour, si jamais ce truc-là a un repli. Donc, éventuellement, aussi une porte d'entrée pour tous ceux qui seraient en retard. Mais juste de comprendre, voilà où on est plutôt proche aujourd'hui des contextes résistants, on a les structures matures de tendance avec l'overlap, etc. Donc là, normalement, toute personne normalement constituée sait que la prochaine vague va faire mal, très mal. Là, on a overlappé, d'accord, sur des moyennes ascendantes, on a bien 2 tentatives d'accélération. Normalement, la prochaine, c'est la bonne. Hein. C'est-à-dire, c'est celle qui va installer la tendance. Donc, j'ai pas peur de le dire. Je me suis fait niquer complet en 2021 à vendre le super cycle, etc. Et l'adoption préliminaire, alors qu'en fait, c'était les mecs qui nageaient le cul à l'air, qui nous achetaient ces marchés avec grand levier, etc. Donc les liquidations, mais pour ma part, la structure reste telle qu'elle est. C'est-à-dire, malgré ces retours, moyennes, overlap, dès qu'on rattaquera la TH, 2024, peut-être les années à venir. En tout cas, la vague 5 étendue, c'est celle qui dure le plus longtemps et c'est celle qui aura le plus d'amplitude. Donc moi, loin de moi l'idée de forecaster sur du 2024. Je pense que déjà de base, là, il faut voir au moins 2 à 3 ans et se dire, voilà, cette vague devrait sans problème casser la TH et quand elle le fera, elle sera excessive. D'accord ? C'est-à-dire celle-là, elle va reporter au moins le ratio 1 pour 1, donc ce qui nous amène normalement sur des objectifs de 5 trillions de dollars. Et normalement, on va au-delà, c'est-à-dire, je pense en général, on reproduit 2 fois l'amplitude, donc on peut légitimement viser jusqu'à 9 trillions de dollars sans être complètement fumé du bulbe. Voilà. Donc je dirais une target légitime vers 9 trillions de dollars. On est à 1,59, d'accord ? Donc c'est énorme, effectivement, en termes de croissance sur ce cycle. La question qui se pose donc, et que tout le monde se pose légitimement, donc c'est il va où le pognon, d'accord ? Qui va grappiller, qui va gagner ? Quels sont les outsiders qu'on ne connaît pas qui vont venir changer le game ? Bon, on va simple, chacun y va ici de son petit forecast, de sa nouvelle thèse, etc. Moi, je parie que de toute façon, il va y avoir une nouvelle thèse, mais qu'on ne la connaît pas. Parmi mes candidats favoris, je dirais le réseau social. C'est ce qui me semble être de loin le plus important. Mais avant le réseau social, on a la nécessité de discuter de ce qui est l'identité décentralisée. Donc DID, vous verrez ça souvent. Mais je pense qu'encore une fois, ces 2 thèses sont liées et que le DID émergera d'un réseau social. Donc je dirais plutôt que sur le prochain cycle, une thèse inconnue, moi je suppute celle du réseau social pour l'émergence de la Decentralized Identity qui viendra de ces réseaux sociaux, parce qu'il faut de l'activité, etc. La question, c'est comment on va trouver un modèle économique capable de faire fonctionner de la blockchain sur des réseaux sociaux, etc. Bon, voilà. Donc des thèses intéressantes à raisonner. Je pense donc que cette thèse va émerger de nulle part, peut-être avec sa propre infrastructure, une blockchain propriétaire ou pas, sur un layer 2, peu importe, qui sait. Moi, je dis juste, voilà, je pense que ça, c'est la thèse qui va nous surprendre, un peu comme les NFT à l'époque. Le réseau qui hébergera ça, existant ou nouveau, va probablement voir une grosse hausse de son activité. Ça paraît assez légitime de l'imaginer. Bon, voilà. Et sinon, par rapport aux existants, et moi je pense encore une fois que dans la dernière vague, ça veut dire que ça fait déjà, en soi, ça fait pratiquement 10 ans que la crypto existe, sous ses différentes formes, sous ses différents cas d'application. Ma thèse à moi, c'est que, mis à part peut-être un outsider, les autres sont déjà là. Voilà. Je me tromperai peut-être, mais moi je pense que voilà, on a déjà tous les candidats devant les yeux. La question par contre, c'est donc qui va grappiller. Et la question ici, c'est donc de la force relative. C'est de dire, on a globalement, d'accord, par rapport au dernier creux en cours, qui est donc vers les 1 trillion de dollars, on l'a vu, on a 8 trillions de dollars à rajouter. La question, c'est ils vont aller où ces 8 trillions ? Ça veut dire, le dernier sommet nous a amené à 3, donc on va avoir 3 fois plus d'argent à distribuer, mais surtout, attention, comme c'est une tendance, ça veut dire que la valeur va rester par là-bas. Donc si on vise à peu près 9 trillions de dollars de market share, qui va bénéficier de tout ça ? Il y a donc là théoriquement 8 trillions de dollars à distribuer. Ça va aller où ? Donc c'est bien ici une histoire de dominance, c'est de dire là on regarde le crypto total, d'accord ? Et c'est hyper important de comprendre ce genre de truc. Il y a différentes thèses, et moi pour ma part ici c'est hyper important de regarder tout de suite celui qu'on appelle le total 3, d'accord ? C'est hyper important, d'accord ? Et ici, c'est de se dire, si par exemple, j'ai étudié ce truc-là, donc là, on enlève les 2 géants, en termes de market share, Bitcoin, Ethereum, d'accord, pèsent tellement lourd que voilà. Si on regarde donc ce truc-là,
et qu'on se dit, oh d'accord, là déjà on a quelque chose d'assez intéressant, là encore on voit cette structure avec une première forme de tendance un peu chelou qui revient visiter son niveau de breakout, hein, donc une tendance complètement invalidée, on forme une structure de range, on repart une deuxième fois et encore un repli très violent qui vient chercher l'overlap. Donc déjà, première des choses, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les alts, d'accord ? Par contre, désolé les cocos, hein, on a dit qu'il fallait sortir combien 8-9 trillions, alors qu'ici, si je fais ce truc-là, d'accord, donc même chose, on voit que c'est la même structure en soi hein, que sur notre thèse principale. On a ici une structure vraiment similaire. Donc attention, déjà, on sait que les altcoins vont faire partie de l'équation. Donc désolé les bitcoins maximalistes ou les Ethereum maximalistes, a priori, il y a encore pas mal à gagner sur d'autres. Si on se base sur ce truc-là, c'est de dire, voilà, si on applique cette même stratégie de la vague 5 étendue, ok, on sait qu'au minimum, on doit reporter à peu près le ratio 1 pour 1, donc on sait qu'on peut déjà monter à 2 trillions et maxi 3, voilà. Donc on sait que ça peut tirer entre 2 et 3, d'accord. On est à 500, ça veut dire qu'il y a 2,5 milliards sur les 8, d'accord. Enfin, on va dire 3 trillions, 3 trilliards, pardon, puisqu'on était ici pratiquement à 300, bon, on va dire 2,5, voilà. Restons sur du 2,5 trillions de dollars, qui vont donc être à distribuer dans les altcoins. Par contre, on a parlé de 8. Ça veut dire qu'il y en a 5 qui vont dans Bitcoin et Ether. Voilà. Déjà, ça c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Une large partie des fonds vont rester sur les Big Daddy. Donc, encore une fois, je disais désolé les bitcoins maximalistes, mais en soi, pas vraiment. Là où on va voir que c'est un petit peu plus compliqué, d'accord, c'est dans les market share relatives. C'est-à-dire, quand on rentre là-dedans, si on se met d'accord sur ces deux choses, d'accord, c'est déjà de dire les alts vont clairement faire partie de l'équation, ça se voit graphiquement parce que ce rebond sur la moyenne ascendante ici est tout, sauf anodin pour ma part, en overlap, c'est la même structure, hein, clairement, que ce qu'on voit sur la market cap dominante. Donc, attention, on voit les premières ruptures haussières, on se situe là encore. Alors évidemment, il faudrait retirer les stablecoins de ça pour être totalement honnête. Mais on voit bien que Bitcoin et Ethereum font clairement partie de l'équation, mais qu'en termes de vague 5 étendu, on ne va pas non plus to the moon sur les altcoins. Il y a de fortes chances quand même qu'une très large partie des gains s'agglomèrent dans Bitcoin et Ethereum. Et on parle quand même de montants astronomiques, hein. On parle de pratiquement 5 trillions de dollars à venir dans Bitcoin et Ether. La question la plus importante à laquelle il faut répondre, c'est dans ce cas-là, celle avec laquelle moi je suis clairement en désaccord pour l'instant, puisque c'est de façon relativement unanime, tout le monde semble dire Ethereum va sous-performer le marché. Dans ce cas-là, ça sous-entendrait que la part relative existante d'Ethereum serait en baisse au profit de Bitcoin. Ou d'autres, hein, on va le voir. En tout cas, les alts, ça semble plus ou moins garanti, et tout le monde semble dire que c'est que Solana qui va gagner. Ça me paraît encore une fois très compliqué. On va voir un petit peu pourquoi ces thèses doivent se valider parfaitement, ou alors elles sont complètement fallacieuses, au même titre que la plupart des prévisions des années précédentes. Hein, voilà. Donc on fait attention par rapport à ce truc-là. Ok, ici déjà, pour moi, dominance Bitcoin, j'y vais très très vite, je sais ça ne va pas plaire, mais on est clairement sur des tendances baissières. Là encore, on est entre l'hebdo et le mensuel, mais dans les deux cas, c'est la même histoire. Des rejets des moyennes, des valeurs baissières. Bref, pour moi, tout laisse à penser que Bitcoin, la dominance devrait chuter vers les 30%. Peut-être pas cette année, mais en tout cas, à terme, il semblerait que 30%, c'est là où on va, d'accord ? Puisque dans une tendance baissière, on va chercher sous les contextes. Donc pour ma part, voilà, 30%, c'est là où on devrait aller. À partir de 50%, ça veut dire qu'il y a 20% de dominance Bitcoin à perdre, alors même qu'on l'a dit, normalement, Bitcoin et Ether devraient, de façon très large, gagner des market share. Puisqu'on l'a dit, actuellement, enfin gagner, devraient maintenir de façon relative leur market share. Si on fait simple, dans ce cas-là, où est-ce que va tout ce bordel ? Si Bitcoin a 20 points de dominance à perdre, qu'est-ce qu'il en est d'Ethereum ? Bon, bah évidemment, Ethereum, il y a les deux écoles. Il y a l'école des pairs, c'est-à-dire Ether va chercher du 12%. Alors ceux qui targetent sous 12%, je leur souhaite bien du courage, parce que moi personnellement, bon, j'ai du mal à l'imaginer. Mais pourquoi pas, hein. Dans ce cas-là, la borne nœud se situera à 7%, c'est-à-dire que le minimum que peut connaître Ether, hein, sur les années à venir, hein, puis là on a une box chaque année, donc cette année théoriquement ce serait 8,40, donc toute personne qui target moins de 8% de dominance sur Ether, je ne sais pas ce qu'il fait, mais moi personnellement ici, je m'opposerai fermement à tout type de personnes qui pourraient tenir ce genre de truc. Donc en fait, faire un nouveau plus bas sur Ether, c'est pas possible, d'accord ? Donc on est ici dans une structure, comme on le voit, on a déjà constitué un range. Si on va sur l'UT inférieur, là où on a un peu plus d'historique, hein, on voit bien ici le mouvement baissier, le mouvement haussier, on est donc bien dans un range, probablement sur l'UT supérieur. Ce qu'on peut constater ici, c'est comme toujours, par rapport aux deux patterns que j'utilise toujours dans les ranges, hein, qui n'ont pas de structure,
c'est de définir évidemment le point haut, point bas, et on oscille au milieu de ce bordel, et on cherche les deux patterns, aka les fameuses patterns neuneux. Donc, dans ces schémas neuneux, d'accord, c'est pas compliqué. Ici, n'ayant pas d'historique, on attend. Ici, on a bien une borne neuneux, donc un contrôle vendeur assez net, qui atteint ses objectifs très très rapidement, donc TP1 dans la médiane du range, TP2 sur la borne opposée. Ici, on se retrouve avec un achat qui se fait très très fortement malmener, donc la zone de septembre 2018. On glisse dans ce cas-là sous les contextes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut pour obtenir une recovery? Il n'y a plus qu'un seul schéma, c'est le repli neuneux. Il faut donc repasser par la dump zone, c'est ce qu'on fait ici, et revenir recharger avec un soutien dans la dump zone, dans la zone d'achat. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc, si on résume l'historique d'Ether, on a un contrôle vendeur ici. Pardon, c'est pas le bon. Donc, on a une prise de contrôle vendeuse ici qui a obtenu ces deux objectifs. On a ici une tentative de borne à l'achat qui s'est un peu fait matraquer, mais je ne pense pas que les stop-loss aient sauté à l'époque, 50% de la taille du contexte, donc c'est plutôt de dire ici, les acheteurs sont un peu fait malmener. On a une deuxième stratégie d'acheteuse très claire sur des niveaux relativement similaires à ce qu'on a connu avant, ici en stratégie de repli neuneux. L'objectif du repli neuneux, c'est la borne opposée, avec un take profit intermédiaire ici. Donc le take profit intermédiaire a été fait. L'objectif, c'est maintenant l'autre borne du range. Donc, navré, je pense que pour ma part, ceux qui font la thèse de revenir ici, ça fait déjà 2 fois que cette zone a répondu positivement. Je pense que maintenant, on va à 25%. On est à 16, donc déjà, comme on l'a dit, s'il y a 20 points de dominance à perdre sur Bitcoin, je pense qu'il y en a déjà 10 qui partent dans Ether. Et la question, c'est est-ce que Ether va s'arrêter là? Parce qu'ici, je vous rappelle qu'on a un range et qu'il est mature, d'accord? On a fait 1, 2, 3, 4... on en serait à la 5e borne de ce range. Donc à 5, ici on peut passer sans problème. Il faut casser la 3e borne. Donc ici, pour ma part, si on casse cette 3e borne sur le 25%, la question c'est est-ce qu'Ether va bloquer ici? Attention, il y a aussi la structure de divergence, la structure d'accumulation, qui conviendrait ici de construire un range avant de casser la zone. Mais moi, pour ma part, Bitcoin, ok, on le voit, on est plutôt en baisse sur la zone de dominance, à 50%. En toute logique, un écosystème en croissance devrait aller chercher de l'innovation, et Bitcoin est tout sauf innovant, et je ne le rappellerai jamais, il ne faut pas qu'il le soit, c'est ce qui fait sa force. Mais Ether, qu'il est innovant, la question c'est est-ce qu'il va dépasser 25% de dominance? S'il le fait, il va chercher quoi? Pour ma part, ça paraît très compliqué, évidemment, ici, de créer une tendance. On a bien compris, vous voyez l'amplitude du range. C'est de dire rien que ça, si on devait reporter, on serait sur du 45% de dominance Ether. Donc il y a peu de chances, encore une fois, que ce soit une installation de tendance. La question ici, c'est de dire si la zone des 25% ne répond pas, on va probablement rejeter en ratio 1 pour 1. C'est-à-dire ici sur les tentatives d'installation de la tendance vers 40%. Donc moi déjà une chose est sûre, plus de 40% de dominance Ether, ça fait aucun sens. Donc comme on le voit, Bitcoin 51 attendu vers 30, Ether qui pourrait au maximum viser 40, le flipping me paraît assez peu probable sur les cycles à venir. Maintenant, on peut passer proche d'eux, ça dépend évidemment de la dynamique. Si Bitcoin perd très rapidement ses market share et qu'Ethereum les gagne très très vite, on peut avoir un flipping très temporaire à mon avis, je n'en doute que très peu. Voilà un peu ce délire-là, donc pour ma part, Ethereum, c'est 25%, ça veut dire 10 points à prendre sur les market share en pourcentage, donc c'est énorme. Ça veut dire, pour ma part, Ether devrait grappiller une large partie des trillions de dollars qui vont circuler. Voilà, pour la faire simple. Et on parle de market share. Donc là, comme je l'ai dit, si on parle de valeur en dollars, je pense qu'il y a très largement une grande partie des capitaux qui devraient aller sur Ether. Donc là, on est en nette contradiction avec ce que disent les autres. Les autres sont tous unanimes pratiquement pour tous dire les fondamentaux vont clairement s'améliorer sur le réseau Ethereum, proto-daing sharding, etc. Mais Ether ne devrait pas trop en profiter. En tout cas, il devrait sous-performer le marché. En tout cas, il devrait sous-performer Solana. Et ben voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Parce que donc, si je regarde notre ami Solana, lui, en termes de structure de marché, c'est le bordel. Ici, on a une forme de structure de tendance haussière non précédée d'un range, donc on ne peut pas appeler ça une tendance. Encore une fois, donc c'est je monte dans la stratosphère, en parallèle, en parabole, je me mange le sommet, je vais donc là évidemment de borne à borne, puisque très simplement, donc, quand on n'a pas de tendance, quand on retrace, ça fait mal. Par contre, on voit donc qu'il y a bien un soutien, c'est de dire ce truc-là, c'était pas zéro. Ici, boum, tout de suite, ça paye en excès ici, sur la zone des 0,5% de dominance. À partir de là, le rebond se met en place one shot, et on est déjà en train de tabasser la borne opposée. Je vous rappelle, ici on est au-dessus des contextes, donc pour ma part, déjà Solana, depuis les 2,50, on est complètement dans la folie. La question étant ici, donc deux choses, soit on installe du grand n'importe quoi, mais je pense qu'on ne peut pas aller au-delà d'un ratio 1 pour 1, il n'y a pas de structure de tendance, donc si Solana ne répond pas sur la zone des 2,60, pour moi Solana c'est maximum vers les 5%, et ici ce sera un repli en overlap. Donc derrière, Solana se ferait démonter
dans les prochaines années. Hein. Admettons qu'on maintienne ce rythme-là, dans quelques mois on serait à 5%, et puis derrière, c'est juste des parts de marché à perdre. En théorie, pour ma part, la zone qu'on a actuellement, le mieux qu'on puisse y trouver, c'est d'y rester, c'est-à-dire si on veut vraiment construire une tendance pour pouvoir atteindre plus que 5% de dominance sur Solana, il faudrait constituer une accumulation. Hein. Puisqu'ici, théoriquement, on n'a pas assez de bornes. On ne peut pas breaker cette borne-là, ce serait la troisième borne. Donc je vous rappelle, on ne break pas les troisièmes bornes, on les construit d'abord. Ici, il faudrait donc une accumulation. Dans ce cas-là, si j'ai une accumulation sur Solana, je serais OK pour un breakout, mais dans ce cas-là, une accumulation sur un contexte hebdomadaire, ça nécessitera pour ma part d'attendre. Voilà, ça nécessite d'attendre au moins l'année prochaine. Donc en fait, l'année suivante, donc 2025, 2024, 2025. Peut-être que l'achat se trouverait en milieu fin d'année 2024, ça paraît totalement probable, en termes de dominance. C'est-à-dire, pour ma part, Solana serait amené à consolider et voir éventuellement une repondération dans le portefeuille vers le milieu de l'année. Si ça part toute balle haussière vers les 5, pour ma part, ce sera vente, hein, c'est-à-dire je vends mes Solana à qui veut bien les acheter à 5% de market share. Et évidemment, dans ce cas-là, ce sera un rechargement sur cette même zone qu'on connaît actuellement des 2,50. Tout simplement en overlap du sommet précédent. Voilà un peu tout ce que j'en ai à en dire sur Solana. En termes de structure, je ne vois que ça. En termes de probabilité, évidemment ici, donc tout le monde y va de son futur forecast. Solana, c'est génial. Bon, je vous l'ai dit, d'un point de vue économique, il y a des choses à critiquer sur Solana, et pas qu'un peu. Hein. Mais ça reste une très bonne blockchain. C'est un très bon environnement d'exécution. Mais je vous rappelle, une blockchain, il y a quand même 3 couches. Vous avez la couche de consensus, la couche d'exécution et la couche de data availability. Bon, encore une fois, Ethereum est la seule à faire les 3. Hein. C'est aussi ce qui définit sa valeur. C'est aussi ce qui définit que le layer 1 est très peu accessible ou très cher. Hein. Et en revanche, hein, donc Solana, c'est un très très bon environnement d'exécution, mais alors le consensus, c'est pas ça. Hein. Et puis la data availability, c'est impossible de stocker toutes ces transactions. J'ai dit encore une fois, attention. Hein. Alors tout le monde s'accorde pour dire que l'environnement crypto aujourd'hui est modulaire, hein, mais dans ce cas-là, Solana n'est qu'un des 3 stacks, pas les 3. Donc attention à ne pas le comparer à Ethereum. Pour ma part, c'est une pente très très glissante. Voilà un peu ce qu'il en est. Donc je dirais Solana, la zone de valeur se situe à peu près là où on est aujourd'hui. En tout cas, je doute qu'on soit bien loin de tout ça vers la fin de l'année, soit parce qu'on aura consolidé depuis, hein, on accumule avant, dans ce cas-là, une belle rupture que je serais totalement prêt à suivre. Si on y va comme des teubés, je pense qu'à 5, je vendrai mes Solana à quiconque veut les acheter, pour acheter n'importe quoi d'autre, probablement d'ailleurs de l'Ether, on l'a bien compris. Donc je dirais par rapport au niveau actuel, maximum 2,5 à gagner en termes de market share pour Solana sur l'année, et si elle le fait, ce sera pour les reperdre. Donc pour ma part, je ne vois pas de nécessité de s'envoler sur la chose. Par contre, évidemment, ceux qui ont acheté les Solana ici à 0,73, c'est simple, c'est un TP partiel ici et un TP total si on s'enfourne comme des débiles à 6%, mais c'est tout. Voilà. Ce qu'il en est pour ma part. Les autres, bon, les Ripple, etc., on n'en parle pas, ça va très très vite. Hein. Ripple ici, en termes de structure, on a déjà tous les rejets, on a tenté et plusieurs fois les replis, etc., ça ne passe pas. Donc aujourd'hui, la dernière zone d'achat en repli neuneux ici a délivré son objectif premier, hein, d'accord, donc TP1, la médiane du range, et derrière le stop loss, qui est aujourd'hui devenu résistance. Donc pour ma part, peu de chance que Ripple rebrille un jour. Binance, c'est très compliqué d'être bearish là-dessus. Hein. Je sais que tout le monde est là, ouais, Binance, ça va mourir. Bon, moi, pour ma part, on est sur des moyennes tellement ascendantes que je ne paierai pas ici. Hein. Mais si ça tombait sous les 1,50 en termes de dominance, je pense que c'est un achat assez facile à réaliser, juste pour viser un rebond derrière. Hein. Donc BNB, attention à ne pas le jeter aux toilettes trop rapidement. Bon, Cardano, là, malheureusement, voilà, hein, on a le range le plus plat du monde et le plus inintéressant possible. Donc là, très sincèrement, les vendeurs ont vendu là-haut, en borne neuneux. Aujourd'hui, c'est limite si on commence à avoir de l'historique mensuel. Bon, c'est encore très timide. Donc j'ai envie de dire, ici, si on a un achat, c'est sous 0,35. Donc là, j'ai effectivement un peu de mal aujourd'hui à considérer quoi que ce soit sur cette blockchain. J'ai juste envie de dire, je ne paierai pas la borne ici. Si ça va à 0,35, pourquoi pas, mais on est à 1,31. Donc ça veut dire perdre des parts de marché assez significativement pour Cardano avant que ça devienne intéressant pour ma part. Avalanche, des eaux, là on est obligé de revenir en hebdomadaire, il n'y a pas assez d'historique. On est dans le haut de range, tout simplement. Une belle borne neuneu ici pour ceux qui le voulaient. Jamais d'installation de tendance, hein, je vous rappelle, il n'y a pas de range. Donc quand on passe de baissier à haussier, comme va to the moon, bro, c'est qu'on cherche un sommet, puis quand on le trouve, on vient rechercher. Hein. C'est un Solana-like, hein, voilà, pour moi. Donc gros bottom, ça se paye sans problème ici. Les objectifs sont atteints aujourd'hui, hein, contexte opposé, borne opposée. Pour ma part, Avalanche, c'est même une vente ici, hein, si on s'amuse à venir sur un
1,14 dès le début d'année prochaine. On a déjà les targets de break. Bref, tout m'invite que c'est le turfu vendu dès aujourd'hui. Moi, j'hésite pas, j'ai déjà vendu tous mes avalanches et j'envisage pas du tout de les racheter. C'est la même chose hein, que Solana, c'est-à-dire si ici c'est vraiment le turfu et je me trompe, c'est moi le débile, etc. Et ben maximum ratio 1 pour 1, ça veut dire que ce truc-là à 2,50, je le short même, hein, c'est-à-dire je l'arbitre, hein, c'est-à-dire je emprunte des avalanches pour vendre un actif qui pourra récupérer les market shares. Encore une fois, toujours le même. Hein. Moi, tous mes arbitrages sur ce cycle seront faits par rapport à Ethereum. Parce que j'ai dit, je pense qu'il va prendre 10 points de dominance. Hein. Voilà, donc si Avalanche s'amuse à avancer un peu trop vite, même chose pour Solana, et qui vont s'envoyer dans la stratosphère dès le début de l'année, etc., je les dégomme derrière en les arbitrant face à Ether. Hein. Voilà, pour moi, très simple en termes de stratégie, et j'hésiterai pas à le faire. Des Polkadot, pas du tout sexy. Là, on le voit, on est en train de tenter une sortie du squeeze. Et pareil, hein, là on est en plus bas, etc. Donc il faut minimum rebondir sur 1,15 pour que je puisse considérer Polkadot dans le portefeuille en repli. Ça veut dire que s'il monte à 1,15, il faut rechuter derrière à 0,80 et c'est là que se trouvera éventuellement une stratégie acheteuse. Voilà. Pour ma part, donc pas très sexy, Polkadot, pas de stratégie spéculative pour moi sur ce cycle. Très intéressant de Chainlink parce que là on a bien un range, on a bien une AQ et ça break, d'accord. Ça part, c'est un peu excessif, on va pas se mentir. On revient visiter ici, ça revient pas chercher le niveau de breakout, mais bon presque. Hein. Donc ici, attention, en tout cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a eu installation de tendance, on doit avoir normalement une troisième borne. Ici, à mon avis, il faut se baser sur des UT mensuels. Donc je dirais que Chainlink, de façon relativement visible, je pense qu'on ira taper le haut de la borne. Là encore, on est monté relativement vite en mensuel. On revient chercher moyenne ascendante. Les contextes, ça paye dans la zone d'achat. Je pense que là, sans grande peine, hein, tout comme les avalanches, etc. et autres Solana, je pense qu'il n'y aura aucun mal à côté 1,40. On est à 1,05, donc pour ma part, il y a 1% de market share qui partirait dans Link sur ce cycle. Donc sans problème, hein, on l'a dit, il y a 20 points à distribuer de Bitcoin. Je pense qu'il y en a un déjà qui ira dans Link, 10 dans Ether. Donc vous voyez, ça laisse derrière pas énormément de points. En soi, là, si tout le monde devait gagner par rapport à ce qu'on a vu, c'est-à-dire le best case scenario, ça veut dire Avalanche. On aurait peut-être 1 à 2 points à récupérer ici, hein, d'accord, en ratio 1 pour 1, c'est de dire on est à 1% aujourd'hui, on pourrait monter jusqu'à 2,50, donc alors, soyons optimistes jusqu'à 2 points. Ça fait 2 points dans Avalanche. On l'a dit sur Solana, si on reportait le range, il faudrait monter sur 6%, on est à 3, donc ce serait 3 points, plus 2, plus 1 pour Chainlink, plus 10 pour Ether. Vous avez compris, en gros, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus de place pour personne d'autre. Hein. Donc attention encore une fois à vos tests de shitcoin. Moi, ça me paraît toujours très compliqué. Surtout qu'on va le voir, il y a plein d'autres cas très intéressants hein, qui ne sont pas abordés encore. Matic, notamment, pour moi, un des points relativement intéressants. Ici, on a clairement eu une structure range tendance en hebdo, le pullback, l'excès final. Donc ici, clairement, la valeur s'installe entre le bas du pullback et l'excès final. On est bien revenu taper l'achat, les moyennes sont toujours ascendantes. Je ne suis pas bearish Matic du tout, hein, mais vraiment, vraiment pas du tout. En termes de dominance, je pense que Matic aura aucun mal à partir de 0,5 à 1. Donc là, pareil, minimum 0,5 de dominance là-dessus. Je doute que Matic gagne énormément de parts de marché non plus, hein, mais un demi-point ici, c'est clairement acquis. Atom, bon, bah voilà, simple, hein, c'est le gros range, donc là, bah, je sais, c'est l'actif qui déçoit tout le monde, etc. Bon, il faudrait glisser sous les 0,10 pour sortir par le bas du range, c'est tout à fait jouable encore, évidemment, hein, dans ce cas-là, c'est clairement une invalidation. Sinon, bah ici, si on commence à voir le verre d'eau à moitié plein, bah tout simplement, il faut franchir la médiane du range, ce qui devrait nous amener dans le haut de range, et pour une énième borne neuneu, donc bah, si Atom rejette, c'est à 0,5, d'accord, c'est ici qu'on a le ratio FIBO, un minimum, donc l'objectif pour moi Atom, c'est déjà de grappiller 0,25 en part de marché, d'aller voir ici, et encore une fois, attention, le range est bien mature, et même en mensuel. Donc c'est plus de dire, ici on a un beau range en mensuel, les bornes ont été frappées 15 fois, donc juste de dire, attention, de ce truc-là, là il n'y a pas besoin d'accumulation, etc. Ça veut dire, si ça ne répond pas à 0,5 sur Atom, c'est tendance derrière. Et qui dit tendance, dit qu'on reporte au moins le ratio 1 pour 1. Donc je ne dis pas si, je dis juste, enfin je ne dis pas que ça va se produire, je dis juste que si ça break ici, si ça ne réagit pas à la vente à 0,50, personne ne va s'opposer à ce truc-là. Ici, c'est là que vont démarrer les suivis de tendance, d'accord ? Donc, on sait que c'est minimum 1% derrière pour Atom. On est à 0,25, donc on va dire au minimum 1%, 1,5% à grappiller sur de l'Atom. Et c'est le minimum, hein. Je vous rappelle encore une fois, les tendances derrière, elles peuvent s'étaler bien plus loin. Donc je dirais il y a au moins 1 à 1,5% à récupérer sur de l'Atom.
On l'a vu, il y a peut-être 1% à prendre aussi, ou un demi-point sur du Matic. Il y a un point quasiment garanti sur du Chainlink par de la pure gestion du risque. Je vous rappelle, dans les bad range, c'était juste cadeau de Chainlink, etc. Matic, on le voit, ça va rebondir. Après une tendance haussière, on vient toujours chercher une troisième borne. Donc Matic, il y a un demi-point à prendre, un point sur Link, un point et demi sur Atom. Vous voyez que pour ma part, ça laisse pas la place pour que à la fois Solana et Avalanche réussissent. Peut-être qu'un des deux va réussir, Avalanche et pas Solana, ou Solana et pas Avalanche, mais ça me paraît impossible d'imaginer Solana, Avalanche et Ethereum tous se valider. Très compliqué. Bon, ICP, c'est un autre exemple, c'est juste pour montrer un autre type de contexte. Bon là, des eaux, il n'y a rien, voilà, c'est juste contexte, tout est baissier. On tente des rebonds ici. Au mieux, déjà, il faudrait être capable de constituer une résistance, chose que je ne sais pas faire là-dedans. Donc très compliqué. Injective, là concrètement, désolé, ça monte en fait comme votre ami Solana à l'époque, d'accord? C'est de dire, vous êtes là aujourd'hui sur Injective, voilà ce qui vous attend derrière. Donc vous faites ce que vous voulez, moi je dis, ce sont des bulles spéculatives, allez-y les gars, amusez-vous, c'est le turfu, moi je pense que ce truc redisparaîtra aussi vite qu'il est monté, et il aura plutôt intérêt à être racheté derrière, mais la zone d'achat a constitué un sommet, évidemment pour l'instant on n'y est pas, c'est à 0,06, d'accord? Donc ce truc-là, pour moi, il a juste perdre des parts de marché assez visiblement. Des trucs comme OPI, pareil, ça monte, c'est un peu excessif sur les derniers moves, donc on fait gaffe, d'accord? Là pareil, pas de range, pas de cassure de machin, etc. Donc là c'est juste, on cherche un sommet quand on l'aura trouvé consolidé, donc attention encore une fois avec ces tokens, je pense pas qu'ils vont gagner énormément de market share, mais attention, s'ils les perdent, ça m'intéresse, tout comme Injective en soi, moi si ça rechute vers les 0,06, ça m'intéressera, j'ai pas dit qu'Injective c'était de la merde, j'ai juste dit, pour l'instant c'est clairement une bulle spéculative, il n'y a pas d'autre nom, voilà. OPI, on cherche le maxi quand on trouvera, même chose, il faudra retracer. Monero, voilà, très intéressant, des thèses comme ça, complètement oubliées, d'accord, on voit bien le range, on est en mensuel, il n'y a pas de souci. Ici, par rapport à ça, clairement les contextes sont dans les choux, total dans les choux même. Donc ici, on arrive sur une zone de squeeze, deux thèses, d'accord, soit effectivement, on manque de volatilité, ça vaut rien, on disparaît et on tend vers zéro, soit ça manque de volatilité, putain, merde, en fait, peut-être que la privacy, ça sert éventuellement à quelque chose, et dans ce cas-là, il faut invalider la thèse baissière, ayant glissé sous les structures d'achat ici, d'accord. La seule chose qu'il y a à faire par ici, vous ne pouvez pas faire de borne de nœud, on l'a vu, les contextes sont dans les choux. Donc ici, il reste qu'un seul truc, c'est le repli. Ça veut dire qu'il faut théoriquement que Monero revienne au moins au-dessus de 0,81 pour qu'il y ait vraiment un signal privacy. D'accord? Moi, je pense qu'à une crypto sans thèse privacy, c'est juste pas de la crypto. Donc voilà, à mon avis, ces thèses sont complètement nulles et non avenues, plus personne n'en a rien à foutre, etc. Et moi, je le dis clairement, je pense que la privacy va revenir droit dans notre gueule cette année ou l'année prochaine, venir chercher ces contextes vendeurs, clairement. Ça me paraît assez inévitable. Parce qu'ici, on a eu des tendances. Et oui, désolé les amigos, je le redirai jamais assez. Range, cassure, pullback, excès final sur la fin. Ici, c'est très brutal. On a bien étalement de la valeur. Derrière, on travaille cette zone et on la rejette. Eh bien, désolé, il faudra revenir la chercher. Donc moi, je pense qu'on fera 1% sans problème sur la dominance de Monero. On est à 0,20, donc pratiquement un point à taper sur du Monero. Voilà, render, ça c'est vite fait, c'est le turfu, donc pareil, ça cherche le max, puis quand ça l'aura trouvé, ça consolidera, donc ça ne récupère pas réellement des market shares, ça fait que monter jusqu'à ce que ça trouve un plafond, et derrière, il faudra revenir chercher le plancher. AV, là, on a un beau range, pareil, on a une très très belle borne de nœud qui s'est constituée par là. Je dirais, voilà, ici, on est bien sous les Fibos, etc., pas fait de nouveau plus bas, donc dans ces zones-là, ça paye en nœud, on est toujours dedans. Donc attention, pas d'objectif atteint pour l'instant sur celle-là. Donc en borne de nœud égale normalement milieu de range, médiane, etc. Bon, aujourd'hui on voit ces moyennes sont très très basses. Le 50% de Fibo est là, mais moyenne et médiane sont là. Moi je dirais qu'on peut viser sans trop de problèmes ici. Au moins le contexte résistant. De préférence, comme on a glissé sous les zones, pour qu'il y ait vraiment un signal de vie à moyen terme, il faudrait dépasser 0,25 pour revenir rechercher en zone d'achat derrière en repli les 0,18. Donc on est à 0,20. Ici, pareil, sur un petit token qui ne mène pas grand-chose. Je pense qu'on peut sans problème taper du 0,20 points sur une dominance de AV. Voilà. Et ça vaut pour plein d'autres tokens. Par exemple, Rune. Voilà, très intéressant. Ici, nouveau plus bas. Après, une structure un peu différentielle, enfin un peu chelou sur la structure. On est bien très excessif, mais on installe une troisième borne. Donc là encore, la valeur est clairement installée. Et vous le voyez, pour moi, c'est exactement comme un AV. D'un coup, boum, ça y est, ça remonte et ça enfile tout le monde. Maintenant, ici, on ne peut pas l'ignorer, d'accord. Sur les UT monthly, on commence à avoir les contextes. Donc on fait attention. Pour ma part, ici, il y a un risque de repli neuneux, comme on a glissé sous la zone. Je dirais que ça peut se replier. Et Rune, perso, moi, à 0,8, ça m'intéressera. Le repli neuneux, s'il se produit, c'est-à-dire si Rune perdait un tout petit peu de ses parts de marché,
L'objectif dans ce cas-là, c'est bien de jouer un achat dans cette zone-là pour viser celle-là. Donc, 0,8, 0,20, boum, je pense que du Rune, ça prend tout de suite un bon 0,15 en part de marché sans grand problème. Et clairement, la structure ayant été haussière avant, avec installation de troisième borne, c'était légitime d'y revenir. On l'a déjà fait. Maintenant, s'il y a de la valeur là-dedans, ça va revenir chercher à 0,8 et ça va payer direction 0,20. Et j'hésiterai pas à le faire. Rune, je vous l'avais dit, c'est partie des tokens sur lesquels j'ai un peu les boules parce que je n'ai clairement pas étudié correctement la thèse, alors que ce sont vraiment des tokens absolument nécessaires, hein, des swaps in-kind, c'est vraiment important, je le pense. Un qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est lui. Et Dieu sait que vous m'avez demandé de le rechercher. Quand je regarde, sa dominance, c'est magnifique. Voilà, ça tout simplement, c'est un pur range hebdomadaire. Tout ce qu'il y a de plus beau, détection en mature ici, avec des retracements maximum de 61% par rapport au gros range. Donc ça veut dire que j'ai un petit range dans le range. Ça, c'est clairement pas une accumulation. J'ai de la survente sur le point bas, j'ai tout ce qu'il faut. Moyenne montante, ça c'est une accumulation parfaite. Alors elle est un peu profonde, hein, 61% c'est le maxi pour une accu, mais ça fait partie du jeu. Clairement, on est en train d'essayer de casser ce truc-là. Je vais mettre Synthetix en portefeuille. D'ailleurs, bon, je vous le dis très clairement, hein, avec mes Take Profit, Avalanche et Solana, je me mets sur Synthetix qui m'intéresse beaucoup. Maintenant, bah, c'est pareil. Ici, c'est s'il y a breakout, je le prends sans hésiter. J'ai une thèse en invalidation si ce truc-là rechute. Mais clairement, si ce truc-là continue de grappiller des parts de marché, et je pense qu'il peut le faire, c'est une tendance. Donc là, encore une fois, sans aucun problème. Et je serais très bullish sur Synthetix si tel venait à être le cas. Hein, c'est tout simplement report de range. Donc ici, il va falloir viser hop, en cassure de cette zone-là. Et vous voyez, donc il va falloir repartir et casser cette thèse. Ici, c'est donc de 0,9 jusqu'à à peu près 0,15. D'accord. Et c'est le début de la tendance. Pareil, ici, c'est là que les premiers suivis de tendance vont s'installer. On aura au moins un 2, un pullback, etc. Donc je pense pareil, sans problème ici, du 0,025 points sur un type comme Synthetix. Ça me paraît très très intéressant. Des thèses comme DYDX sont également dans le même cas de figure. Des gros ranges, ça tente des accus. Attention, ici c'est juste très compliqué de marquer ce truc-là. Hein. Là c'était le bordel. Donc j'avoue, je ne sais pas trop où caler le sommet sur ces thèses-là. Hein. Vous le voyez ici, c'est un peu fou furieux en termes de dominance. C'est un peu le lancement. Hein. Donc je dirais en l'absence d'eux, si on se base sur cette zone-là, hop, même chose, vous voyez, ça fait du 61%, ça trade en AQ. Pareil pour moi, hein, du DYDX, si ça veut breaker ce truc-là, sur des 0,05, sans problème, moi je me laisserai porter. Ça peut délivrer, là encore, des 0,20 de market share. Donc, vous voyez, sur ces différents tokens qui ont pris le temps de se constituer de la valeur, qui ne sont pas juste en train de monter n'importe comment, là, il y a des tendances. Ça veut dire, là, on décale et on garde la valeur derrière. Ça me paraît très intéressant, en tout cas moi ce sont les thèses que je développe. Beaucoup m'intéressent, donc des replis neuneux par exemple sur du Rune, des breakouts sur Synthetix, des breakouts sur DYDX. Ce sont des breakouts à consommer, hein. Encore une fois, sur DYDX, il faut venir breaker la zone des 0,06. Sur Synthetix, pareil, hein, voilà. C'est bien de comprendre qu'il y a un risque là sur ce truc-là, mais la différence c'est qu'il y a une structure qui permet d'installer ici des grignotages de market share. Pas juste du pipotage de « ah ouais, telle thèse de telle narrative a l'air géniale, etc. » Bon, moi, comme je vous l'ai dit, je vois bien qu'on peut casser ces zones si les narratifs Solana et Avalanche, par exemple, ce sont les deux plus visibles pour ma part, s'installent. Par contre, bah, ça me paraît assez peu probable, en fait. Quand je vois les différentes market shares qui ont, elles aussi, tout autant de probabilités, même si elles font un peu moins de bruit sur les réseaux, elles sont techniquement beaucoup plus solides. Et je pense que l'erreur, ce serait justement de tomber dans ces narratifs qui semblent faire l'unanimité sur ces réseaux, en fait. Solana monte tellement fort, la thèse est tellement stupide qu'on se dit que personne ne va s'y opposer. Mais encore une fois, l'histoire nous a montré que ça s'est déjà produit et que justement, ce qui s'était produit à l'époque, c'était tout sauf une cassure. On le voit sur du Ripple, voilà. Tous ceux qui à l'époque étaient là en train de se branler la nouille, ça c'est Solana aujourd'hui. Et si Solana devait rechuter vénère pour retourner à sa zone comme l'a fait XRP, ben vous allez vous en manger une. Je vous dis juste encore une fois que d'un point de vue économique, tout ce que je vois sur Solana, c'est juste complètement through the roof. C'est-à-dire n'importe qui avec un tout petit peu de connaissance de l'infrastructure blockchain comprend que c'est complètement futuriste ce qu'on nous vend sur Solana en termes de revenus stream, etc. Donc juste de faire gaffe, voilà. Moi je dis juste, je vois des thèses complètement débiles dans des marchés qui me semblent complètement survalorisés en termes de market share. D'accord? Je ne veux pas dire Solana va baisser. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit il faut vendre et shorter Solana. J'ai juste dit je pense qu'elle ne surperformera absolument pas alors que c'est ce que vendent pratiquement tous ces rapports. Donc je tire la sonnette d'alarme, toujours pareil, pour dire si cette surperformance continue, elle est clairement plafonnée. Et ça vaut aussi pour Avalanche, mais au moins les deux sont clairement dans les mêmes environnements.
Je pense surtout qu'en cas de recrue du marché, de reflux pardon, du marché, ce qui me semble tout à fait probable, hein, comme on l'a vu sur le crypto total, on peut tout à fait refluer un peu. Si jamais il y a un reflux, je pense que c'est ces tokens qui vont manger le plus cher. Voilà. Donc attention, hein, l'histoire l'a montré, des tokens comme ça qui montaient très très vite, se sont mangés des douilles assez rapides derrière. Hein, ça vaut pareil pour du Cardano qui s'est offert un joli double top et boum, derrière, retour bad range. Donc je suis désolé, ceux qui me vendent le turfu à des moments assez inopportuns. Je veux bien qu'il y ait de l'attraction sur Solana, mais attention encore une fois aux modalités d'application économique. Hein. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Donc prudence pour moi sur les tests 2024. Il y a beaucoup de tokens qui pourraient gagner beaucoup de market share. Sur les cas d'EYDX, encore une fois, attention à la dilution. Il faut étudier aussi le cas sur du Synthetix, etc. D'accord ? Moi, je vous fais juste la part de mes recherches de fin d'année par rapport à ces trucs. Je pense que certaines thèses sont complètement farfelues. Les injectives, etc. et tout ça, attention, hein, quand les sommets vont être trouvés, ça va faire mal derrière. Et les retracements seront brutaux. Mais pour ma part, hein, achat bad range sur injective, pourquoi pas, hein, mais il faut quand même qu'elle se fasse démonter d'abord. Voilà un peu ces trucs-là. Donc on fait gaffe, ça vaut pour les render et tous ceux qui montent un peu n'importe comment sans structure. Ça cherche un sommet, quand ça l'aura trouvé, évidemment, derrière, il faudra retracer. Donc attention à ceux qui montent avec un retour garanti derrière. Oui, grand oui à ceux qui montent après avoir déjà rangé et installé leur valeur depuis longtemps. Hein. Là, encore une fois, la différence, c'est que vous avez une structure de déplacement de valeur spéculative, certes, hein, je ne dirais jamais, je ne connais pas l'avenir. Je sais juste que certaines structures sont bien plus solides que d'autres, et c'est celles que je vous apprends et que vous connaissez normalement. Voilà. Et si vous savez lire ces structures, vous voyez donc bien que malheureusement, Ethereum, envers et contre tout, il ne va pas du tout surperformer ce marché. Ça fait en fait pratiquement 2 à 3 ans qu'on nous vend la sous-performance d'Ether. Ça fait 2 à 3 ans que concrètement, ces zones-là n'ont fait qu'être supportées. Je ne vois pas du tout la raison pour laquelle on y retournerait une fois de plus. Et si on y retourne une fois de plus, pour moi, ce sera pour casser dans ce cas-là vers 8,20. Hein, et dans ce cas-là, oui, il y aura pratiquement 8 points à perdre sur Ether. Si on ajoute les 20 de Bitcoin, alors là, oui, la place est ouverte pour des sommets historiques magnifiques. Mais comme on le voit, il n'y a pas de structure. Solana ne pourrait pas grappiller grand-chose de plus aujourd'hui que 2 et quelques pourcents. Avalanche aussi. Bref, si j'ajoute encore une fois pièce à pièce tous ces trucs-là, ça fait pas beaucoup de sens. C'est probable encore une fois, mais c'est c'est possible, mais peu probable, je dirais. Ce qui me semble de loin le plus probable, c'est de succomber aux ruptures technologiques d'Ethereum que tout le monde s'accorde à reconnaître. C'est ça que je trouve assez fou. C'est-à-dire que j'ai des gens qui arrivent dans la même phrase à dire les ruptures technologiques vont se produire sur l'écosystème Ethereum, mais Ether ne va pas en profiter. Bon, moi je suis plutôt en contradiction directe avec ça. Encore une fois, les contextes sont ascendants, les moyennes le sont aussi. Et tout comme ici, dans la phase de baisse, la moyenne n'a jamais réussi à sortir des contextes, là, c'est le cas. Donc moi, je suis juste en train de dire, soit évidemment, tout ça, c'était du flanc, et on va vite s'éclater jusqu'à 8,20 dans les prochaines années, hein, c'est-à-dire on va poursuivre dans le schéma baissier, soit là, on va se constituer un creux, fin de cycle, survente, tendance haussière à venir, c'est éclatage de cette zone-là, et elle a plutôt intérêt à répondre à la vente. Je vous l'ai dit, cette zone-là, parce que si ce n'est pas le cas, c'est là, en fait, que ça va partir en price discovery. Ça peut tout aussi rejeter, hein, comme on l'a dit, ça peut nous faire une ripple, etc. On va s'amuser à 30% et on s'en mange une. Je suis même totalement favorable à ça. Je pense encore une fois qu'au-delà de 30% de dominance sur Ether, c'est peut-être un petit peu restrictif dans le sens où, là encore, la scalabilité layer 2 doit elle aussi respirer. Si Ether récupère tout, c'est un gaz relativement cher, etc. Donc on fait attention, voilà mes thèses. Pour moi, désolé, c'est surperformance Ethereum plus qu'autre chose, puisque dans le bas de la dumb zone sur la dominance Ethereum avec une moyenne qui sort des contextes, j'ai tout sauf envie d'être bear, pour la faire simple. Je ne suis pas bullish sur la dominance de Solana, elle pourrait très bien rejeter ici et on a déjà des cas qui l'ont montré. Si ça passe, il y a encore un peu à grignoter, mais ça ne va pas aller bien loin non plus et il faudra revenir sur la zone actuelle de toute façon. Donc ce n'est pas un aller sans retour, c'est un aller avec retour garanti si on continue d'avancer. C'est la même chose pour Solana, on peut continuer d'avancer, rien ne contre-indique ici, mais ce n'est pas dans les hauts de range qu'il faut trader les breakouts s'il n'y a pas de range qui précède. Donc on fait attention aux structures. Hein, Avalanche et Solana, les deux, pour moi, s'ils veulent créer des tendances, il ferait mieux de rester calme en fait et d'accumuler sur les zones actuelles, c'est-à-dire de maintenir leur market share et non pas de surperformer comme on nous le vend partout. Voilà. Les Polkadot, malheureusement, ça marche pas pour moi. Ça vaut pour d'autres aussi. Les Chainlink, il y a clairement un, voire plus à récupérer et c'est assez garanti puisqu'il n'y a pas eu de troisième borne. Matic, très intéressant, pareil, pas de troisième borne, donc je pense que c'est quasi garanti que ça rebondisse. Atom, point d'interrogation sur les 0,50, mais je vois pas comment on n'ira pas les tester. ECP, bon voilà, bonne question. Injective, c'est partie des bulles. OPI, on cherche les sommets. Monero, pour moi, grosse thèse privacy à venir invalider.
Enfin, à invalider les tests baissière privacy, genre on n'a vraiment pas besoin de ces trucs-là, ça sert à rien. Render, bon bah pareil, on est dans la stratosphère, on cherche un maxi. AV, intéressant, très intéressant. Rune aussi, Synthetics, vraiment je travaille cette thèse avec beaucoup de précaution. Mais attention encore une fois aux dilutions, ça vaut pour pas mal de tokens. Voilà, vous savez tout, bonne année par avance, je vous bourre pas plus le crâne. Mais voilà, encore une fois, que des graphiques, pas de narratif, juste de dire, voilà, les graphiques s'opposent au narratif pour la plupart. Et quand on creuse un petit peu sous la surface, on se rend vite compte qu'en fait, des AV, des Rune, des DYDX, alors Synthetics, il faut que je creuse encore un peu plus, mais voilà, ont clairement des cas d'usage qu'aucun autre ne fait, hein, d'accord. AV, c'est clairement le dominant dans la partie on-chain lending. Rune, c'est clairement le seul et leader incontesté de sa market share de swap on-kind. Synthetics, il faut que j'étudie ce qu'il fait que ne font pas les autres. DYDX, clairement leader perpetual futures. Donc voilà, hein, c'est assez simple. Moi, je prends des leaders dans leur domaine qui ont des croissances relatives de market share à venir graphiques, d'accord. Pas le narratif du turfu du truc qui est en train de se produire parce que les retails s'empilent comme des débiles. Voilà. Vous savez tout. Bonne année. Ciao, ciao. À l'année prochaine.